Ce qui montre qu'il existe une tonne de tests cliniques, mais en réalité, quand on regarde dans la littérature, lesquels sont réellement fiables pour identifier une structure à l'origine de la douleur, on se rend compte qu'en fait, il y en a très très peu. Donc en fait, je fais pas rien et je fais pas n'importe quoi non plus. Je fais pas un truc random, aléatoire ou la même chose à tout le monde. C'est juste que les facteurs sur lesquels je vais me baser, c'est plus juste telle structure anatomique me semble être à l'origine de la douleur. C'est plutôt comment la personne elle bouge, qu'est-ce qui lui fait mal et quels sont les facteurs qui peuvent être impliqués dans cette douleur et sur lesquels on peut agir, quoi. Dans la littérature scientifique, on voit pas de nette supériorité des techniques avec craquement versus des techniques sans craquement. C'est juste des outils un peu différents et je pense que là, le facteur attente des patients est vraiment super important. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que éviter un mouvement, éviter de solliciter une zone, ça nous a jamais aidé à être plus apte à gérer ce mouvement. Est-ce qu'on fait que distraire les patients le temps que la nature le guérit? C'est un peu provoque comme remarque, mais l'évolution naturelle de la maladie fait que la plupart des trucs finissent par passer seuls. 2014, Artus et collaborateurs qui montrent que dans les essais contrôlés randomisés, quand les gens ont des douleurs lombaires, et ben en fait, quels que soient les protocoles de traitement qu'on leur propose, les gens vont mieux. Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entendons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Élie Bernard qui est ostéopathe et qui a une affinité particulière envers la prise en charge de la douleur. Bon du coup, on va parler de quoi? De douleur, d'éducation thérapeutique, de dos rond, de croyances gravitant autour de nos métiers respectifs, du besoin de poser un diagnostic ou non pour mieux traiter le patient qui est en face de nous et bien d'autres choses encore. Allez, bon épisode. Ah, et avant que l'épisode commence, petit rappel sur ce qu'est Entendons. C'est simplement un podcast que tu vas pouvoir retrouver sur différentes plateformes d'écoute, Deezer, Apple Podcasts, Spotify, même YouTube en format vidéo et qui a pour but au final de te partager des échanges entre experts et expertes dans leur domaine sur des sujets divers et variés gravitant autour de la kiné, mais pas que. Mais sur ce, ne perdons pas une minute et place à l'épisode. Let's go. Hey, salut, petit message vite fait simplement pour t'informer que tu es en train d'écouter la deuxième partie d'un épisode de podcast qui a en fait duré plus de 2 heures ou 1h30. Ça dépend un petit peu des épisodes. Et pour trouver la première partie, on t'invite à simplement remonter un petit peu dans le flux des épisodes et tu la trouveras très facilement. Donc voilà, pour pas que tu te demandes où est-ce que tu es tombé, parce que forcément cet épisode, ou en tout cas cette deuxième partie, commence un petit peu de but en blanc, vu que c'est la continuité de la première partie. Allez, bon épisode. Ok, de toute façon, on en revient tout le temps un petit peu à la même conclusion, c'est-à-dire la vérité se trouve plutôt dans la nuance que dans les avis purement et durement tranchés. Donc, et c'est ça que j'aime bien ici dans le discours que tu as, c'est que voilà, c'est assez nuancé et je trouve ça assez chouette. Et aussi rappeler qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites sur des cadavres et qui sont... Du coup, il faut toujours faire attention aussi à cette extrapolation qu'on en fait. Parce qu'au fait, une étude sur cadavre, tout comme une étude sur un rat, n'est pas toujours aussi extrapolable qu'on aimerait sur l'humain, en fait, parce qu'on n'est pas des rats, à ce que je sache, même si on partage certains gènes avec eux. Tout comme, heureusement pour nous, on n'est pas mort, mais du coup, on n'a pas les mêmes propriétés viscoélastiques, etc. dans le corps. Ok, trop bien. Écoute, ici... J'aimerais bien qu'on passe un petit peu à un autre sujet parce que je pense que là, on a bien, on va dire, on a bien fait le tour. Enfin, tu as bien fait le tour là pour le coup du sujet. Je réinvite toutes les personnes qui nous écoutent aussi à aller écouter l'épisode que tu avais fait sur l'épisode de biomécanique. Jérôme, c'est ça, il s'appelle l'hôte du podcast. Oui. Ok. Et donc voilà, avec Jérôme, qui était vraiment un épisode super intéressant, qui va bien plus loin encore que ce qu'on va aujourd'hui, parce que c'est 2h40 sur le sujet. Donc je trouve ça vraiment hyper passionnant. Mais donc voilà, ça, on vous mettra le lien en dessous, dans la description du podcast, etc. Comme ça, vous pourrez aller voir. Du coup, je voulais qu'on revienne un petit peu sur un sujet ou des phrases en fait, que tu as mis sur ton compte, que je trouve très pertinentes, on va dire, qu'on peut voir même circuler chez d'autres personnes comme Greg Lehman, etc. Ici, cette phrase, c'était « Est-ce que notre rôle en tant que praticien, est-ce que ce ne serait pas simplement d'occuper le patient en attendant que ça aille mieux ?» Alors, c'est une phrase qui peut être hyper vexante et je pense que ça va faire grincer des dents quand les gens vont entendre ça. Parce qu'en fait, oui, ça peut paraître vexant comme ça, mais... Au vu de ce qu'on sait de la douleur, au vu de ce qu'on sait du fait que beaucoup d'interventions fonctionnent, mais il n'y en a pas toujours une qui se dégage, quel est, toi, ton avis sur cette phrase un petit peu, pour leur dire encore une fois, un petit peu vexante peut-être, quand on l'entend. Qu'est-ce que toi, tu aimerais en dire ? Alors,
En fait, moi, ça me fait penser à un truc. Je vais répondre à ta question, hein, mais ça me fait penser à un truc. J'avais vu quelque part qu'on a de plus en plus de questionnements sur le fait que les douleurs persistantes, elles pourraient être d'origine iatrogène. Alors, iatrogène, ça veut dire qu'elles auront peut-être pu être induites par le système de soins. Pourquoi je te dis ça ? Parce que on sait que la plupart des douleurs aiguës, si on prend un exemple d'une lombalgie aiguë, ou des douleurs musculo-squelettiques communes qui sont pas liées à une pathologie bien spécifique, on sait qu'en fait, dans la plupart des cas, quoi qu'on fasse, ça va aller dans le bon sens, en fait. La plupart des lombalgies communes vont finir par passer seules, qu'on les prenne en charge ou pas. La plupart des douleurs d'épaule vont finir par passer seules, qu'on les prenne en charge ou pas. Alors pas toutes, hein, évidemment, parce que des fois, il y a certains contextes qui font que la personne continue à faire ce qui a pu provoquer la douleur, mais dans beaucoup de cas, ça finit par passer seul. Et en fait, j'avais vu, je sais plus où c'était, mais ce questionnement-là mais qu'est-ce qui fait que des fois les gens ils passent dans des douleurs persistantes ? Et en fait, très souvent, ça peut être certaines croyances qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de leur propre corps, qui vont modifier leur façon de bouger, qui vont modifier la façon dont ils vont utiliser leur corps et qui peuvent, dans certains cas, entretenir les douleurs. Et en fait, beaucoup de ces croyances, elles sont induites par les professionnels, en fait. Donc par les kinés, par les ostéos, qui vont vous dire, vous avez le bassin déplacé, par des médecins qui vont vous dire, ouh là là, ma pauvre dame, vous avez de l'arthrose, vous allez finir en fauteuil roulant, enfin, le genre de joyeuseté qu'on entend de temps en temps. Et ça, en fait, on sait que ce genre de... Malheureusement. On sait que ce genre de choses, en plus d'être faux, en fait, ça a tendance à créer des croyances qui sont plutôt fausses et négatives envers la représentation que les gens ont de leur propre corps. Et ça peut jouer sur la façon dont ils vont bouger, ça peut jouer sur la façon dont ils vont récupérer de leur douleur. Et ça, en fait, on se rend compte que, comme je dis, c'est souvent des professionnels qui les ont induites sans mauvaise intention, hein, c'est juste que la compréhension qu'on peut avoir, que certains peuvent avoir de la douleur et du corps, peuvent faire qu'on donne ces explications-là qui finalement font plus de mal que de bien. Pourquoi je te parle de ça ? Parce que, en fait, je me dis qu'un des meilleurs trucs qu'on peut faire déjà quand on reçoit quelqu'un qui a des douleurs, c'est déjà éviter de lui faire croire que son corps il est pourri, éviter de lui faire croire que le fauteuil roulant les attend au bout du chemin et qu'ils ils ne trouveront le salut que dans un suivi régulier avec nous, qu'on soit ostéo, kiné ou autre. Alors ça veut pas dire qu'on sert à rien, ça veut juste dire qu'il faut qu'on sache peut-être garder un peu l'humilité sur ce qu'on apporte aux gens et faire attention aux choses négatives qu'on pourrait apporter aux gens si on transmet les mauvaises idées. Donc, est-ce qu'on fait que distraire les patients le temps que la nature le guérit ? C'est un peu provoque comme remarque, mais comme je dis, l'évolution naturelle de la maladie fait que la plupart des trucs finissent par passer seuls. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps, en écoutant un podcast avec Anthony Halimi, qui est kinésithérapeute. Il est passé dans un podcast avec Cookie Learning, donc organisme de formation pour ostéo avec lequel je travaille, j'ai un lien d'intérêt. Ils ont fait un podcast où, à un moment, Anthony citait une étude que je ne connaissais pas, 2014, Artus et collaborateurs, qui montre que dans les essais contrôlés randomisés, quand les gens ont des douleurs lombaires, en fait, quels que soient les protocoles de traitement qu'on leur propose, les gens vont mieux. Et ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a à peu près tout qui marche, ou alors il n'y a rien qui marche mieux que le reste. De manière générale, on n'a pas des résultats foufou, mais il y a plein de trucs qui font un peu du bien. Et donc du coup, ça revient toujours à la question de oui, mais du coup, si quoi qu'on fasse, ça va mieux, à quoi on sert ? La question qui était posée par Anthony, c'était est-ce que si on avait fait des sous-groupes dans ces gens-là, c'est-à-dire que ça se trouve, les gens, ils étaient pas bien catégorisés et qu'en fait, ça se trouve, il y a des gens qui ont certains facteurs où en fait, si on propose tel type de traitement, il y aura des effets vachement plus efficaces et d'autres gens qui ont d'autres critères où si on leur fait tel autre traitement, ça sera vachement plus efficace. Et pour l'instant, les quelques études qu'on a où ils ont fait des sous-groupes, les résultats sont un peu mieux sans être cliniquement significatifs. L'hypothèse avancée notamment par Anthony, c'est que peut-être les sous-groupes n'ont pas été faits sur des critères qui sont pertinents. On n'en sait rien pour l'instant. Mais du coup, ça revient toujours à la question est-ce que ce qu'on fait, ça sert à quelque chose ? La façon dont moi je vois les choses, c'est que mon rôle, moi, tel que je le vois, en tant qu'ostéo, ça peut déjà être, quand les gens viennent avec des douleurs aiguës, d'essayer d'identifier les personnes qui sont plus à risque de développer des douleurs persistantes. Donc avec les fameux drapeaux de couleur, drapeau jaune, bleu,
vert, noir, je sais plus combien il y en a, mais tous les facteurs liés à la compréhension que le patient a de son problème, liés au contexte de travail, liés à la famille, etc. Tout ça, c'est des facteurs où on sait que ça peut avoir une influence sur la façon dont les gens vont pouvoir gérer la situation, et dans certains cas, ça peut augmenter les risques de douleurs persistantes. Donc moi, je me dis, mon rôle déjà, c'est d'essayer d'identifier ça, et pour les personnes qui ont plus de facteurs de risque de chronicité, on va voir si on peut essayer d'agir ou de sensibiliser sur ces facteurs-là. Et chez les gens qui n'ont pas de facteurs de risque de chronicité, est-ce que on sert vraiment à rien? Non, je pense pas. Est-ce qu'on va permettre de réduire l'intensité de la douleur? Certainement, parce qu'on a quand même pas mal d'outils, que ce soit kiné ou ostéo, pour moduler les symptômes. Et c'est là, en fait, souvent, ce que j'entends, c'est qu'on distrait le patient le temps que la nature le guérit, c'est que de toute façon, ça ira mieux. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'apporter du confort pour accélérer le processus, peut-être, j'espère, ou en tout cas faire en sorte que le temps que ça passe, ça soit plus confortable, quoi. Redonner des clés au patient pour qu'il puisse mieux gérer son truc, qu'il puisse reprendre ses activités, etc. Donc aider à désensibiliser les zones qui sont sensibles, aider à comprendre, aider à mieux gérer le truc, à reprendre et à continuer certaines activités. Donc oui, je pense qu'on est quand même utile, mais comme je dis, il faut garder à l'esprit que quelqu'un qui vient nous voir, quelqu'un qui a une mal au dos, si je lui mets les mains sur la tête et que je fais rien, il y a plein de gens qui vont aller mieux quand même. Et là, il y a beaucoup d'ostéopathes qui font du crânien qui vont me haïr. Les gens qui font du crânien ne font pas rien sur la tête. Non, mais c'est intéressant. Qu'on soit bien clair, ils font pas rien. Mais même en mettant les mains sur la tête et en faisant rien, il y a plein de gens qui ça fait beaucoup de bien. Et qu'à voir quand on va chez le coiffeur, ça fait vachement de bien. Ah oui. C'est ça. Et moi, je suis d'accord avec toi sur ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a eu plusieurs extrêmes comme ça. On est passé d'un extrême où on avait l'impression qu'on pouvait résoudre absolument tous les maux des patients avec nos mains. Et puis maintenant, on part dans l'autre extrême en se disant, mais en fait, on sert à rien. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait peut-être pas, que l'effet de nos interventions n'était pas peut-être celui qu'on pensait. Ça n'enlève pas, comme tu dis, au fait qu'on peut aider et que l'aspect manuel reste intéressant. Mais je pense qu'en fait, ce changement de paradigme, on est aussi d'un côté et de l'autre du cadran, et je pense qu'on va essayer de se stabiliser au fur et à mesure et de voir un petit peu, ok, en fait, on a quand même une utilité, comme tu dis, mais peut-être plus. En tout cas, moi, en tant que kiné, au plus les années passent, au plus je me sens plus comme un conseiller, quelqu'un qui va être là pour écouter, pour guider, plutôt que quelqu'un qui, en une séance, va pouvoir faire quelque chose. En fait, au plus le temps passe, je vais même aller jusqu'à dire ça, au plus le temps passe, au moins j'ai l'impression qu'en soi, dans la séance même, je vais faire quelque chose de magique. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus, je vais l'écouter, etc. Je vais l'aiguiller pour le reste de sa semaine. Mais en tant que kiné, quand le patient vient en séance, alors oui, si la personne vient et qu'elle a super mal au dos, parfois je pense que l'aspect manuel et l'aspect discuter avec le patient, ça peut vraiment être un game changer où il ressort de la séance, il est beaucoup mieux. Mais si on enlève ce cas un peu aigu, etc., et que tu as des personnes qui traînent un peu des douleurs, qui ne savent pas trop comment gérer, au final, moi, je vois mes patients une fois toutes les semaines maximum. Pas les post-op, ça c'est autre chose. Mais généralement, je les vois une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les semaines, voire une fois toutes les 2 semaines. Il y en a même une fois toutes les 3 semaines. Enfin, je veux dire, avant, ça m'aurait semblé invraisemblable de voir mes patients si peu. Je me disais, non, mais c'est d'office 2-3 fois par semaine, sinon ça ne va pas aller. Et en fait, maintenant, et je me retrouve beaucoup mieux là-dedans. C'est moins intéressant économiquement parlant. Là, on va me dire, oui, mais il y a des patients qui veulent être vus 3 fois par semaine. Donc là, je pense qu'il faut essayer de négocier un petit peu en leur faisant comprendre. Mais voilà, si vraiment le patient, personnellement, il veut me voir 3 fois par semaine, on va le faire les premières semaines pour respecter ses attentes, parce que je pense que sinon c'est contre-productif. Mais moi, en moi-même, je vais me dire, ça sert. Je vais être un peu limite frustré, tu vois. Après, comme tu dis, je pense que ça dépend beaucoup des attentes et de la situation spécifique du patient. Mais j'ai l'impression que la façon dont tu travailles maintenant, ce qui me semble bien, c'est que ça a l'air de pousser un petit peu plus à l'autonomisation des patients, en fait. C'est-à-dire que tu leur donnes des clés pour qu'ils puissent gérer seuls le truc, et tu restes disponible et tu les revois régulièrement pour les aiguiller, effectivement, mais ils sont pas à se remettre entre tes mains en disant réparez-moi, quoi. On s'éloigne un petit peu de cette vision ultra le professionnel mécanicien, expert mécanicien qui va venir remettre les choses en place, etc. Mais plus dans coach, partenaire, même si le terme coach peut être
perçu de manière un peu péjorative, c'est pas le cas dans ce que je dis, mais vraiment dans l'accompagnement, on va essayer de comprendre ce qui se passe pour vous et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que vous pouvez faire pour que les choses aillent mieux. Et dans ce cadre-là, commencer dans certains cas en voyant les gens régulièrement s'ils en ont besoin, bah pourquoi pas, et ensuite aller vers quelque chose de plus espacé, ça me semble vachement cohérent en fait. Ouais. Bah, et moi j'ai remarqué d'ailleurs que les patients qui arrivent avec des grosses croyances, notamment au niveau des manipulations, où ils sont persuadés qu'on doit les remettre en place, généralement c'est des patients que j'arrive pas trop à aider en fait personnellement, parce que ils ont des croyances tellement ancrées et que moi en tant que thérapeute j'ai pas les armes. Parfois ça fonctionne, mais parfois j'arrive pas à leur faire changer cette espèce de vision un peu réductrice qu'ils ont du corps, parce qu'ils l'ont pas sucé de leur pouce, hein, c'est d'autres professionnels de santé, comme tu le disais très bien avant, qui ont inculqué ça, ou alors, désolé, mais ils viennent voir le kiné et puis en fait ils vont voir leur ostéo toutes les semaines qui disent exactement l'inverse, pas tous, mais en tout cas dans ce cas-là, exactement l'inverse de ce que je peux dire. Et donc en fait il y a cette espèce de ping-pong, et honnêtement, d'habitude les patients, dans ce cas-là, ils accordent beaucoup plus de crédit à l'ostéo qu'au kiné, à ce niveau-là. L'ostéo est généralement vu, dans ces cas-là, je ne veux pas faire de généralité, mais comme presque, je vais exagérer, mais un demi-dieu. C'est-à-dire, c'est « Ah non, mais mon ostéo, ah non, mais attendez, ok, vous me dites que ça ne sert à rien de parler comme ça et de dire qu'on va remettre des choses en place, que ce n'est pas la réalité, mais il n'empêche que moi j'ai été et j'ai plus eu mal. J'avais mal depuis 2 ans et puis j'ai plus eu mal. » Et donc en fait, et ça, c'est, je pense, encore quelque chose que moi, je dois améliorer aussi dans ma communication. Hein, mais c'est pas toujours évident, je trouve, de composer avec d'autres professionnels de santé qui disent pas la même chose que toi. Je dis pas que j'ai tort ou raison, mais en tout cas, je dis en tout cas ce que je pense. Et du coup, c'est pas évident, je trouve. Ben, carrément. Non, c'est clair. Et c'est là que ça peut être intéressant de se créer un réseau de professionnels qui essayent de travailler un peu dans la même optique. Parce qu'effectivement, comme tu dis, en tant que kiné qui essaye de travailler en accord avec les données de la science, bah, effectivement, tu comprends que dire aux gens qu'ils ont besoin de se faire replacer le bassin, c'est pas optimal. Et moi, c'est la même chose. J'essaye d'éviter, je ne dis pas ce genre de choses, même si des fois les gens ressortent en disant « Ah, la dernière fois, vous m'aviez remis le bassin. » Non. Je vous ai pas remis le bassin. Mais des fois, voilà, effectivement, comme tu dis, certaines croyances sont assez ancrées et des fois, c'est compliqué. Hein. Y a une époque où j'allais de manière frontale là-dedans en disant, bah non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. J'essaie de moins le faire parce que des fois, c'est rare que les gens changent d'avis comme ça. Certaines personnes, oui, mais souvent, c'est compliqué. C'est là où ça peut être intéressant d'être utile. C'est là où ça peut être intéressant d'essayer de faire vivre une expérience qui est différente aux patients pour qu'ils se rendent compte que même sans remettre en place, on arrive à changer les symptômes en faisant d'autres choses, en faisant d'autres techniques, etc. Bon, il y a toujours malheureusement une parade qui peut être « Ah ben oui, là ça va mieux, mais ça va pas tenir parce qu'il faut que ce soit remis en place. » quoi. C'est compliqué. C'est compliqué, mais comme je dis, c'est là qu'un travail de réseau et d'avoir des ostéos et des kinés qui travaillent ensemble, ça peut être utile parce que tu vois, typiquement, des patients qui ont besoin de venir 3 fois par semaine, c'est pas moi en tant qu'ostéo qui vais les recevoir parce que bah déjà je fais pas la même chose qu'un kiné, il y a plein de choses que je peux pas faire, je suis moins bien formé aux exercices que peut l'être un kiné, mais surtout les gens peuvent pas, c'est trop cher en fait d'aller chez un ostéo 3 fois par semaine, et c'est là qu'avoir un kiné avec qui on travaille bien peut être vachement utile, sachant que le kiné va peut-être pouvoir ensuite progressivement autonomiser le patient, et si le kiné renvoie vers l'ostéo qui évite de dire que on a besoin de replacer le bassin, bah, c'est encore mieux, comme ça on essaie d'avoir le même langage, quoi. Ouais. Ben, en parlant de langage et un peu de tout cet aspect d'éducation thérapeutique qui, je pense, est vraiment une clé dans nos prises en charge, et je pense que ça va prendre de plus en plus d'importance, en tout cas cette compréhension, notamment même de la douleur. Je sais que ce n'est pas quelque chose qui est facile à expliquer aux patients. Moi, j'ai souvent galéré à expliquer la douleur aux patients, quand ils te demandent oui, mais pourquoi est-ce que j'ai mal depuis 6 mois, etc. Je sais que toi, c'est quelque chose que tu affectionnes particulièrement. Ton compte Insta s'appelle Chronique de la douleur, donc je sais que c'est quelque chose qui te parle. En fait, moi, une des craintes que j'ai souvent, c'est que mon patient ressort de la séance et qu'ils se disent, en fait, c'est dans ma tête, la douleur. Parce qu'en fait, en voulant expliquer la douleur, on dit oui, mais en fait, c'est le cerveau qui, machin. Et en fait, le risque, c'est que pour moi, le patient sort de la séance, il se dit c'est dans ma tête, super, je suis fou, je suis folle. Et ça, je pense que c'est une énorme erreur de communication. Pas grave, parce que ça arrive.
et moi, à moi le premier. Mais du coup, est-ce que toi, tu aurais des clés ou est-ce que tu pourrais nous exposer un petit peu une ou deux façons que tu aurais d'expliquer la douleur de façon simple aux patients pour qu'ils la comprennent, mais qu'ils n'en ressortent pas non plus en se disant « Ok, j'ai compris que c'était dans ma tête. » Enfin, pas dans ma tête, mais tu vois, je fais le lapsus. J'ai compris que c'était généré au niveau du cerveau, mais que ce n'était pas pour autant dans ma tête. Je ne sais pas si ma question est hyper claire. Je comprends. En fait, le gros problème, je pense, que tu décris là, c'est que l'éducation à la douleur, l'éducation aux neurosciences de la douleur, c'est un truc pour lequel on a eu une énorme hype il y a une dizaine d'années, en gros. Et effectivement, ça a été notamment beaucoup vulgarisé ou mis en avant par l'équipe de Explain Pain, Lorimer Moseley et David Butler. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai découvert à l'époque. Et effectivement, l'inconvénient qu'ils ont, c'est qu'ils sont très centrés sur le système nerveux et notamment le système nerveux central, le cerveau. Ce qui est discuté et discutable. En fait, pour l'anecdote, moi j'ai créé ma chaîne YouTube en 2015. Au moment où il y avait cette énorme hype. Il y a déjà 10 ans. Et ouais, sauf qu'en fait, il m'a fallu 5 ans pour poster ma première vidéo. C'est-à-dire que j'ai eu l'idée, j'ai créé ma chaîne et j'ai pas osé. J'avais écrit ma première vidéo, mais j'osais pas la faire. Ensuite, je l'ai tournée et elle est restée sur mon logiciel de montage pendant encore 2 ans et je l'ai postée en 2019 ou 2020. Mais donc au moment où je l'ai créé, en fait, je l'avais créé parce que je m'étais dit, putain, mais c'est incroyable. On apprend des choses sur le fonctionnement de la douleur, mais c'est révolutionnaire. Et en fait, si tout le monde savait ça, un peu naïvement, je me disais, si tout le monde comprenait ça, il y aurait plus de douleur persistante en fait, parce qu'il suffit de comprendre comment ça fonctionne pour que les douleurs disparaissent, quoi. Un peu naïf que j'étais. En tout cas, c'était un petit peu l'impression qu'on avait en regardant les données de la littérature de l'époque. Donc c'est un peu dans cette optique-là que j'ai créé ma chaîne et c'est pour ça que je l'ai appelée comme ça. Sauf que un peu plus tard, en 2019 notamment, il y a eu des grosses revues plus sérieuses sur la Pain Neuroscience Education en 2019, notamment les études de Traeger et Watson, qui sont un peu revenues sur l'utilité du fait de faire des cours où on va donner des cours aux gens en disant voilà comment ça fonctionne la douleur. En fait, avant ces études-là, on avait des résultats qui étaient super encourageants sur les effets de l'éducation aux neurosciences de la douleur. Peut-être parce que les personnes qui faisaient ces études étaient vraiment très impliquées dans les recherches et elles étaient très enthousiastes et donc probablement que on a eu des effets qui étaient peut-être un peu surestimés, non pas par malhonnêteté de ces chercheurs, mais peut-être parce que juste les gens étaient tellement enthousiastes que peut-être en fait ça a artificiellement augmenté les effets. Et en fait, quand on y regarde de plus près, il y a certains critères qui étaient utilisés pour justifier l'efficacité de l'éducation aux neurosciences, qui étaient franchement discutables. Et ça, je m'en suis rendu compte qu'assez tard. Notamment, il y avait des études où en fait, on se rendait compte que, je sais pas si tu vois le test, le straight leg raise, le fait de la personne est allongée, on lui lève la jambe. Ouais. On va tendre l'élévation de la jambe tendue. Et en fait, il y avait des études où en fait, on se rendait compte que avant, après une séance de Pain Neuroscience Education, et ben en fait, on arrivait à lever la jambe plus loin avec moins de douleur. Donc on se dit waouh, incroyable. Sauf que est-ce que les gens qui viennent nous consulter, ils viennent vraiment en disant j'aimerais pouvoir lever la jambe tendue en étant allongé sur le dos. C'est assez rare que ce soit la demande des gens. Souvent, la demande va plutôt être liée à l'intensité de la douleur ou à la fonction dans la vie de tous les jours. Et globalement, ces études-là montraient pas d'effet notable sur l'intensité de la douleur ou la fonction. Ce qui est dommage, parce qu'a priori, c'est surtout ça qu'on veut essayer d'améliorer. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que l'éducation aux neurosciences de la douleur, ça semble avoir un effet sur certaines croyances de peur-évitement ou sur le catastrophisme, ce qui est déjà bien. Donc si les gens ont peur de faire certains mouvements parce qu'ils se disent si je bouge et que ça me fait mal, c'est que je suis en train de m'abîmer le dos, le fait de leur faire comprendre que douleur ça veut pas dire lésion, qu'en fait le système de la douleur il peut devenir plus sensible, qu'il y a différents moyens avec lesquels on peut moduler ça et rendre le système moins sensible, et tout ça va peut-être aider les gens à rebouger, ce qui pourra in fine les aider. Donc c'est déjà cool, mais faut juste remettre ça un peu remettre les choses à leur place et se dire c'est pas magique non plus. Et donc il y a un moment où je faisais quasiment des cours d'éducation neurosciences de la douleur, je ne le fais plus. Et l'explication du fonctionnement de la douleur, je le fais que de manière très spécifique dans certains cas, s'il y a vraiment une attente. Donc, pour répondre à ta question, aujourd'hui, j'ai moins tendance à me focus sur le cerveau, et parce qu'effectivement, quand on dit cerveau, les gens peuvent comprendre dans ta tête. Et je vais plus parler du système de la douleur en général, même si en réalité, ça inclut le système nerveux central. Et que en fait c'est l'ensemble du corps qui va réagir. On sait aujourd'hui notamment avec l'approche inactive, qui est un truc que je tente vainement de bien comprendre. J'avais fait une petite vidéo sur ma chaîne secondaire. J'ai créé une chaîne secondaire où c'est des vidéos beaucoup moins travaillées, mais plus
j'ai un PowerPoint et je parle dessus, qui s'appelle Les chroniques d'un ostéosceptique. Et j'avais fait une vidéo sur l'approche inactive parce que je voyais des papiers dessus et j'avais du mal à comprendre. Donc je me suis dit, bah tiens, je suis peut-être pas le seul à avoir du mal à comprendre, donc je vais essayer de faire un résumé de ça. Et l'approche inactive, ça explique que la perception qu'on a de notre propre corps et de notre environnement, elles se font pas uniquement à travers le système nerveux central et le cerveau, que notre propre corps a son importance, et donc que du coup la perception ou l'expérience de la douleur, c'est pas juste une production du cerveau en fait, même si c'est parfois décrit comme tel dans l'éducation neurosciences de la douleur, et que la notion de notre propre corps a quand même une importance. Et c'est pour ça que j'essaye de me détacher un peu de cette notion de trait cerveau et de parler juste du système de la douleur. C'est peut-être un peu moins vrai, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que ça fait que les gens ont moins tendance à retenir, c'est dans ma tête. Et donc, quelles analogies je peux utiliser? Alors, je pense à deux en particulier. Une assez classique qui est celle du coup de soleil. Je ne sais pas si tu connais un peu l'analogie du coup de soleil. J'en avais entendu parler, mais vas-y, explique-nous, comme ça ceux ou celles qui nous écoutent pourront l'avoir dans leur boîte à outils pour expliquer aux patients. Alors, je te l'improvise un peu comme ça. En gros, ce que j'explique aux gens, c'est que je leur demande, est-ce que vous avez déjà eu un coup de soleil? Alors, la plupart des gens vont me dire que oui, et je leur dis, est-ce que vous avez déjà pris une douche après avoir eu un coup de soleil? Et en général, ils disent oui, ça fait mal. Effectivement, l'eau tiède, ça peut faire mal. Alors voilà, l'eau tiède, ça peut faire mal alors que normalement ça fait pas mal. Et l'eau chaude, ça peut faire très mal alors qu'en temps normal, au pire, ça fait un peu mal. Et en fait, ça peut s'expliquer par le fait que le corps est devenu plus sensible à un endroit pour diverses raisons. C'est une sorte de protection en réalité. Enfin, il y a eu une partie du cerveau qui est... Non, pas du cerveau, lapsus, je ne dis pas ça. Une partie du corps qui est devenue plus sensible. C'est difficile, hein. Ouais, tout à fait. Une partie du corps qui est devenue plus sensible. Bon, après, dans le cas du coup de soleil, on visualise bien parce que la peau est devenue rouge, etc. Donc, on visualise bien que c'est pas un truc dans le cerveau, quoi. On voit qu'il y a quand même un truc au niveau de la peau. Ouais. Et donc, je dis, quand il y a un coup de soleil, un truc normalement n'aurait pas fait mal, comme une douche tiède, ça peut faire mal parce que la zone est plus réactive. Et en fait, ça peut arriver d'avoir un peu comme un coup de soleil. Le mécanisme est sensiblement le même au niveau de certaines structures, au niveau du dos, au niveau de certains muscles, au niveau de certains ligaments. Ça ne veut pas dire que la zone elle est abîmée, ça veut juste dire qu'il y a une sorte de réaction un peu plus forte et des mouvements qui normalement n'auraient pas fait mal peuvent faire mal. C'est un coup de soleil et en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on a un coup de soleil ? Souvent, en attendant, ça finit par passer. Il suffit juste d'éviter de se remettre au soleil tout de suite parce que sinon, ça va refaire mal. Donc, on va peut-être effectivement essayer de trouver des moyens de calmer un peu le truc. Certaines crèmes, etc. peuvent calmer un peu le truc. Ça va juste soulager le truc le temps que la nature fasse son effet. On va éviter de se réexposer au soleil tout de suite parce que, effectivement, le corps va pas aimer. Mais une fois que ça sera passé, on pourra se réexposer au soleil et d'autant plus si on le fait de manière progressive, en fait, notre corps sera mieux capable de gérer le truc. Et c'est un peu la même chose avec certains mouvements quand on a une douleur. La zone est plus sensible, il y a un peu comme un coup de soleil. On va peut-être éviter certains mouvements temporairement, juste pour éviter de bourriner dans la douleur. Le temps que les choses se calment, on pourra peut-être trouver des choses qui vont calmer, un peu l'équivalent de la biafine pour la peau. Peut-être que ça sera certains médicaments, peut-être que ça sera certaines techniques manuelles, peut-être que ça sera certains exercices qui vont rendre la chose moins sensible. Et ensuite, on pourra rebouger comme on veut en se réexposant progressivement. Ça, c'est une façon de présenter qui, je trouve, écarte un peu le truc de l'aspect c'est dans la tête, parce qu'on visualise bien le coup de soleil au niveau du dos, mais au niveau de certaines structures. Ça, c'est un truc qui est un peu connu. Okay. Une autre analogie qui est beaucoup moins connue, que j'avais entendue dans une vidéo de Lorimer Moseley, et qui, je trouve, parle bien pour les douleurs persistantes, c'est l'analogie de la falaise. Je ne sais pas si ça, tu as déjà entendu, l'analogie de la falaise et de la protection au bord de la falaise. Ça, je ne connais pas. Je connaissais le coup de soleil, mais pas la falaise. Alors, la falaise. Comme je te dis, je les dis pas très souvent parce que c'est juste des trucs que j'ai dans ma boîte à outils et si je vois que ça peut être pertinent, j'essaie de la sortir. Donc en fait, je demande aux gens, imaginez que vous êtes en vacances et qu'il y a une magnifique falaise là, vous pouvez vous approcher et regarder le paysage. Le truc, c'est qu'une falaise, ça peut être un petit peu dangereux. Si on tombe de la falaise, c'est dangereux. Donc en fait, on peut mettre une barrière qui est là pour nous protéger. Donc imaginez que la barrière, elle est à 3-4 mètres du bord de la falaise. Ça vous permet de profiter de la vue, mais vous êtes en sécurité. En fait, la douleur, c'est un peu la même chose. La douleur, c'est une sorte de protection qui est là pour nous protéger, pour nous éviter de nous mettre en danger. Donc quand on a de la douleur, très souvent, on ne s'est rien abîmé la plupart du temps, c'est juste un mécanisme de protection qui est là pour nous dire attention, c'est une protection. Le truc, c'est que dans certains cas, quand une douleur est là depuis longtemps, notre corps a tendance à être prudent
et à augmenter cette protection. Et donc si on reprend l'analogie de la falaise, imaginez qu'au lieu que la barrière soit à 3-4 mètres, et ben en fait ils la mettent à 10 mètres du bord. Vous pouvez encore un peu profiter de la vue, mais un petit peu moins. Et en fait, vous êtes très très largement en sécurité. Et en réalité, vous pourriez même dépasser la barrière et être encore en sécurité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a des douleurs persistantes, cette barrière, elle a tendance à reculer, à être à 50 mètres, 100 mètres, à un tel point où ça devient totalement débile, parce qu'en fait, on est tellement loin de la falaise qu'en fait, la barrière, elle sert plus à grand chose, ou alors elle nous surprotège. Et donc, on peut se permettre de dépasser la barrière et être encore en sécurité. Et ben en fait, quand on a une douleur persistante, c'est un petit peu la même chose. La douleur, elle apparaît de plus en plus tôt, et en fait, on est encore très 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 loin de se mettre en danger. Et on peut se permettre de faire des choses avec un peu de douleur et être encore en sécurité. Et en réalité, ça peut être un moyen de permettre au système de la douleur de redevenir réglé correctement, parce que là, il est devenu un peu surprotecteur. Et ben en fait, en dépassant cette barrière, en dépassant la douleur de manière dosée et progressive, on peut, comme ça, reprofiter de la vue, ou reprofiter de la vie, en l'occurrence, reprofiter de la vie, en l'occurrence, tout en restant en sécurité, même s'il y a un petit peu de douleur. Donc ça, c'est une analogie que je donne de temps en temps, pour expliquer que quand il y a des douleurs persistantes, éviter à tout prix la douleur n'est pas forcément une bonne idée, et que dans certains cas, au contraire, le fait d'accepter de faire certaines activités malgré un peu de douleur de manière gérable, ça peut aider. Hop, sorry, je m'incruste en plein milieu du podcast, mais promis, ça va pas être très long. C'est simplement pour te rappeler que si tu désires toujours rester à jour à propos des nouvelles connaissances en kinésithérapie, mais également, pourquoi pas, acquérir de nouvelles compétences également, va faire un tour sur fullphysio.com. En fait, c'est très simple. Sur Full Physio, c'est plus de 1000 ressources qui vont t'aider dans ta pratique quotidienne de kiné. Ça passe par un logiciel de prescription d'exercices pour tes patients, des modules EBP, des masterclass données par les plus grands experts et expertes dans leur domaine respectif de la kiné, mais également des échelles, des scores et même des vidéos de strapping. Bon, je t'avais promis que ce serait pas très long, donc je vais m'arrêter là et je vais surtout te laisser profiter de la suite de l'épisode. Encore 1000 merci pour ton soutien. Ciao. Ok. Et quand tu dis, parce que ça c'est hyper intéressant, parce que souvent une des demandes des patients c'est de se dire ok, vous me dites que je peux aller un peu dans la douleur, mais jusqu'où je peux aller. Et donc souvent on peut quantifier ça avec une échelle VA, donc de 0 à 10, etc. Je ne sais pas comment toi tu quantifies ça avec le patient. Comment est-ce que comment est-ce que tu mets les limites entre ce qui est trop, ce qui est trop peu? Comment est-ce que toi tu gères ça avec le patient justement? Bon, je dirais que ça dépend beaucoup du patient, du niveau d'incapacité qu'il a, du niveau d'irritabilité aussi, c'est-à-dire qu'à quel point ça risque de flamber, de partir très très vite, et de son niveau d'activité actuel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des douleurs persistantes et qui restent très actifs, et il y a des gens qui ont des douleurs persistantes et qui font quasiment plus rien. Et c'est là que ça peut être utile de parler des... en gros de ce qu'on appelle des flare-up en anglais, de fait que la douleur elle flambe. En gros, ce que j'ai tendance à expliquer aux gens, c'est que ça peut être intéressant de faire juste un tout petit peu plus que ce qu'ils font actuellement avec une douleur qui est acceptable pendant l'activité. Et au début, j'aurais tendance à baser sur le temps plutôt que sur la douleur. C'est-à-dire que je dis, vous allez faire tel truc pendant très peu de temps, 2-3 minutes, même si ça fait un petit peu mal. Et après, vous voyez comment ça réagit dans les 24-48 heures qui suivent. Et si ça va, s'il n'y a pas de grosse aggravation de la douleur dans les 24-48 heures qui suivent, c'est cool. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire un petit peu plus. Et on va comme ça augmenter progressivement. Et s'il y a un moment où il y a une grosse augmentation de la douleur, c'est qu'on a peut-être dépassé un seuil auquel que le corps est capable de gérer pour l'instant. Et oui, c'est très chiant, mais il faut se rappeler que la barrière, elle est encore très 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 loin de la falaise, et donc en fait, on est encore très très loin de s'être abîmé quelque chose, et donc c'est juste le corps qui dit « Oula, c'était trop pour l'instant, donc on va y aller un petit peu plus cool », et ensuite on va se réexposer progressivement. Donc on est vraiment dans cette optique d'exposition progressive à des facteurs qui peuvent éventuellement provoquer une réaction, un peu comme un phénomène de désensibilisation dans les allergies en fait, ou dans les phobies. C'est un peu les points communs qu'on peut avoir. Quelqu'un qui a une phobie, on va l'exposer progressivement en acceptant qu'il y a à chaque fois une petite réaction, mais il faut que la réaction elle reste gérable. Et s'il y a une réaction qui est un peu trop forte, ça peut être bien d'avoir prévenu en amont que c'est des choses qui arrivent, que c'est pas très agréable, mais que ça passe, et que la bonne nouvelle, c'est que ça nous permet en fait de savoir que ça, pour l'instant, c'est un petit peu trop. Ok, on va régresser un tout petit peu, mais on va faire progressivement, et au bout d'un moment, ce truc qui vous a fait flamber là, en fait, vous pourrez le faire sans que ça flambe, et vous pourrez augmenter progressivement, quoi.
Et pour le coup, c'est là qu'avoir un suivi régulier, comme peuvent le faire les kinés, est plus pertinent, je pense, parce que c'est des gens qui peuvent nécessiter un accompagnement plus régulier, justement pour savoir comment ils peuvent gérer le truc. Et je pense que les kinés sont peut-être mieux placés que les ostéos, parce qu'encore une fois, les gens vont, a priori, sauf de très rares exceptions que je trouve discutables, les gens vont pas voir l'ostéo toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, quoi. Donc c'est là qu'avoir encore une fois... C'est ce que je fais avec les patients. Souvent, même maintenant, depuis quelques années, j'ai fait des espèces de petits livrets que je distribue à mes patients. Un livret où je parle un peu de la douleur, mais très, très brièvement, et très facilement, entre guillemets, mais un peu qui leur sert un peu de fiche de route. Alors, ils le lisent ou ils le lisent pas. Je suppose que, à mon avis, 50% ne le lisent pas et 50% le lisent, mais ça leur permet, ceux qui le lisent, de avoir un point de référence, et quand ils ont une douleur ou quoi, hop, ils réouvrent le petit livret. Ça fait quoi, 10-15 pages, même pas, et c'est écrit sous forme de diapo, donc c'est vraiment léger à lire. Et alors, ils savent, comme tu dis, ok, là, je suis un petit peu trop. Moi, je leur dis souvent, ça les fait sourire. On peut titiller la bête, mais sans la réveiller. Et donc, en fait, ça leur donne un peu cette image de... voilà, on peut y aller un petit peu, mais sans pour autant que ça flambe. Et comme tu l'as dit très justement, et ça j'apprécie beaucoup, c'est pas parce que ça flambe qu'on a cassé quelque chose dans le corps ou que ça y est, c'est la fin. Parce que ça, c'est aussi une crainte qu'ils ont. Et je pense que ça, c'est essentiel de leur faire prendre conscience qu'on n'est pas... que même quand il y a une grosse douleur, sauf exception, c'est rarement parce qu'il y a vraiment un truc qui a pété dans le corps. Surtout quand c'est des douleurs qui traînent un petit peu, mais où il n'y a pas de red flags, donc de drapeau rouge ou des choses comme ça. Il n'y a pas lieu de trop catastrophiser, même si c'est facile à dire, parce qu'une douleur, c'est toujours... quand on la vit, c'est toujours inquiétant. Mais ok. Ici, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu d'un autre sujet qui, je pense aussi, pourra t'intéresser, sans blague, et qui intéressera aussi les kinés et ostéos ou autres qui nous écoutent, évidemment. C'est à propos de l'ostéopathie. Donc, l'ostéopathie, c'est un gros sujet. On pourrait en faire un podcast entier, c'est pas le but. Mais j'aimerais avoir, toi qui es du métier, avoir ton avis sur l'ostéopathie d'aujourd'hui. En gros, t'en penses quoi? T'en penses quoi de l'ostéopathie aujourd'hui, de la direction qu'elle prend? Voilà. Toi qui es en plus dans le métier depuis quand même quelques années, c'est intéressant, je trouve, d'avoir un petit peu ta vue d'ensemble là-dessus. Alors, je me suis rendu compte il y a quelques années, notamment au moment quand il y a des élections, je découvre le concept de bulle de filtre. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, les bulles de filtre sur les réseaux. C'est le fait qu'en gros, tu as tendance à être connecté sur les réseaux avec des gens qui, mine de rien, partagent globalement. Tu as beaucoup de points communs avec eux. Et les gens avec qui tu n'as rien en commun ou avec qui tu n'es pas du tout d'accord, tu as moins tendance à les suivre. Et donc, du coup, tu as tendance à oublier qu'ils existent. Et ça, on s'en rend compte particulièrement pendant les élections où on a l'impression que tout le monde est d'accord avec soi et les résultats ne sont pas forcément ceux auxquels on s'attendait. J'avais vécu ça pendant des présidentielles où je me suis dit, ah tiens, c'est surprenant. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose dans le cas de quand on parle de la façon dont on pratique. Il y a un peu la blague de si tu vas sur Facebook, sur le réseau des kinés, tu vas te rendre compte qu'en fait, ce que pratiquent beaucoup, c'est pas forcément ce que pratiquent les gens que tu suis sur Instagram. Moi, j'ai l'impression, quand je regarde les gens que je suis sur Instagram, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'ostéos qui essayent d'avoir une approche evidence-based. Mais je pense que c'est une bulle de filtre. C'est-à-dire que je pense que les gens me suivent parce que j'essaie d'avoir cette approche-là. Moi, j'en suis d'autres parce que je trouve qu'ils avancent cette approche-là. Mais je ne sais pas si c'est représentatif de l'ensemble de la profession. Il y a une étude qui avait été publiée on a une revue en ostéo, l'IJOM, International Journal of Osteopathic Medicine. Je crois qu'il y en a une autre américaine, je sais plus. Mais il y a quelques revues à comité de lecture et il y a eu un papier qui avait été publié justement sur les écoles d'ostéopathie françaises et leur approche, à quel point ils étaient plutôt favorables ou pas à une approche EBP.
Et c'était plutôt dithyrambique, hein, ça disait incroyable, 83 ou 89% des étudiants ou des enseignants qui étaient interrogés étaient plutôt favorables à cette approche. Sauf que c'est un truc qui avait été fait sur 3 ou 4 écoles, alors qu'il en existe, je sais plus combien on en a aujourd'hui, mais au moins une vingtaine. Et on peut se dire que déjà de base, comment ont été sélectionnées ces écoles, bah, c'est des gens qui sont déjà impliqués dans la recherche, qui sont prêts à répondre à des publications ou à des trucs en rapport avec la recherche. Donc à mon avis, ça biaise déjà un petit peu. C'est comme la blague, genre 99% des gens qui ont répondu à notre sondage aiment bien répondre au sondage, quoi. Bah ouais, c'est sûr que ceux qui aiment pas, ils ont pas répondu en fait. Donc Sans blague. voilà. Donc en fait, est-ce que globalement la profession va vers plus de sciences? J'en sais rien. J'ai l'impression, j'ai envie d'y croire. De toute façon, j'ai envie de dire, on n'a pas trop le choix parce qu'en fait, ça fait partie des décrets maintenant. Enfin, il y a une loi quand même en France qui régit la formation en ostéopathie et qui explique que la formation est censée être en accord avec les dernières données de la science. Je crois que c'est une loi de 2014 il y a dans chaque école normalement un conseil scientifique qui est censé mettre à jour le contenu du programme en fonction des nouvelles données de la science. Est-ce que c'est appliqué? J'en sais rien. J'ai un doute pour certaines écoles. Je pense que dans la plupart des écoles, il y a encore des trucs un peu bizarres parce que historiquement, quand même, l'ostéopathie, ça a quand même des bases qui aujourd'hui nous semblent très controversées parce qu'en même temps, c'était il y a 150 ans, hein, donc les connaissances scientifiques ont clairement évolué, mais surtout, il y avait une approche un peu spirituelle. C'est-à-dire que le fondateur de l'ostéopathie était... je me rends compte que ma connaissance de l'histoire de l'ostéopathie est très limitée quand même, était fils de pasteur, donc il avait cette notion très spirituelle, et je sais qu'il s'est beaucoup inspiré de... En gros, l'ostéopathie a une approche un peu vitaliste, donc qui sous-entend qu'il y a une sorte de souffle de vie, etc. Moi, personnellement, comme je dis, je suis diplômé depuis 12 ans, j'ai pas eu tant l'impression d'avoir ce genre de choses. Alors oui, il y en avait des profs qui pratiquaient comme ça. J'ai pas eu l'impression d'avoir été pénalisé pour ne pas accrocher à ce genre de choses et ne pas pratiquer comme ça, même sur mes derniers examens à l'école. Donc moi personnellement, j'ai l'impression de ne pas avoir été plongé là-dedans avec cette approche potentiellement un peu sectaire, comme peuvent le dénoncer certains. Mais voilà, il y avait cette notion-là à la base. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus maintenant qui essaient de s'en détacher pour avoir une approche un peu plus scientifique. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est encore de l'ostéopathie si on vire les trucs un peu bullshit? L'aspect spirituel, machin, clairement, je pense qu'on peut s'en débarrasser assez bien. Et moi, j'ai pas l'impression d'avoir changé de métier en faisant, sans parler d'esprit. Et d'un autre côté, quand on regarde les recommandations actuelles de prise en charge des douleurs musculo-squelettiques, et notamment quand on parle de modèle biopsychosocial, moi je trouve que ça colle bien avec la philosophie de l'ostéopathie on essaie de prendre la personne dans son ensemble, cette approche globale, etc. Je trouve même que le modèle biopsychosocial, c'est une approche qui est encore plus globale que l'approche purement mécaniste qu'on pouvait avoir à la base quand on entendait vision globale quand j'étais étudiant, c'était la personne a une cervicalgie, pense à aller tester sa subtalaire, quoi. Oui, c'est très global. Maintenant, je trouve qu'on dézoome encore plus avec le modèle biopsychosocial en disant bah oui, c'est quand même un individu qui a des croyances, qui a des pensées, des émotions, qui est dans un environnement, qui est dans un contexte particulier. Donc moi, je trouve que c'est encore plus global. Donc personnellement, moi, je trouve que c'est une continuité qui me semble logique. Maintenant, effectivement. Est-ce que la majorité de la profession va dans le sens là? Je ne sais pas. J'espère. Et il y a un rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, qui a été publié l'année dernière, qui parle justement de la formation en ostéopathie et qui fait des recommandations et notamment qui conseille un rapprochement des écoles d'ostéo avec les universités pour essayer d'aller vers une universitarisation de la formation, ce qui n'est pas le cas actuellement, ce qui pourrait permettre plus de recherche, des mises à jour encore plus régulières des programmes de formation, etc. Moi, je trouverais ça cool. Voilà. Ah bah carrément, hein. Je pense que ça donnerait un autre versant au métier. Et comme tu dis avant, en fait, je pense que tu vois, dans cette approche globale qu'il y avait dans l'ostéo et qui est encore, hein, mais en fait, au début, c'était vraiment une approche globale, mais vraiment patho-anatomique. Tu vois, c'était global, mais on allait voir du côté de l'estomac, du côté du machin. Et je trouve qu'il y a une énorme différence entre la globalité patho-anatomique où comme tu dis, tu vas des pieds à la tête, et la globalité où tu sors de l'individu et tu regardes tout autour de lui.
avec toute sa sphère biopsychosociale. Et ça, je pense que, comme tu dis, autant, et je dis ça pour les ostéos, mais même pour les kinés, hein, parce qu'on parle beaucoup des ostéos, etc., mais les kinés, je pense qu'il y a 30 ans, ce qu'on faisait, on ne le fait plus du tout maintenant, ou plus trop, et c'était aussi critiquable actuellement. Hein. Le nombre de kinés qui, encore maintenant, se contentent de juste foutre un fango chaud sur le dos des patients, un électro sur la cheville, dans une petite cabine fermée, et ils font 40 patients en même temps. Parce qu'à la limite, moi, un fango chaud, qu'ils le fassent, mais il n'y a même plus de communication avec le patient, et ça, je trouve ça, c'est pour moi le plus dérangeant, c'est que c'est vraiment les kinés qui foutent leurs patients dans des petites cabines comme ça. Je trouve ça déjà un peu morbide et en plus hyper triste. Et moi, j'avais fait un stage dans un hôpital quand j'étais en kiné, et il y avait c'était vraiment à la chaîne parfois, hein. C'était vraiment électrothérapie, tac, tac, tac. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment aberrant. Et donc, je pense que c'est aussi important de rappeler que oui, on peut taper entre guillemets un peu sur le métier d'ostéopathie pour certaines choses, avec bienveillance, mais quand même en soulignant qu'il y a des choses peut-être à moderniser. Mais je pense que la kiné aussi doit continuer à se moderniser, et qu'il ne faut pas... Parce que j'ai l'impression que parfois, en tant que kiné, on se dédouane un petit peu de ça. On se dit « Ah, mais non, nous, tout ce qu'on fait, c'est parfait. » On ne va pas jusqu'à dire ça, tu vois, mais il y a ce truc où on tape beaucoup sur les ostéos, et je pense que... Et là, je prêche contre ma profession presque, mais je pense que c'est important de regarder aussi dans notre assiette et de se rendre compte qu'on n'est clairement pas parfait non plus. Et je pense que toutes les professions doivent se moderniser. Et ça, en soi, voilà, c'est une belle façon de terminer ce truc d'ostéopathie, tu vois, c'est de dire, au final, voilà, aucun métier n'est parfait. Et je pense que tant qu'on fait du mieux qu'on peut, c'est déjà pas mal. Bon, surtout qu'on accepte de se remettre en question et de se dire c'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça qu'il faut continuer à faire comme ça, en fait. C'est-à-dire si on a de nouvelles données qui sont sérieuses, qui viennent dire que peut-être ça serait mieux de faire différemment, bah, je pense qu'il faut laisser la chance à de nouvelles méthodes et essayer de nouvelles méthodes. Si elles semblent plutôt appuyées par la science, ça vaut le coup de les essayer. Et je dirais même d'un point de vue éthique, c'est peut-être presque un devoir d'essayer ça auprès de nos patients pour augmenter les chances de succès de nos prises en charge, quoi. Voilà. Ah bah ouais, clairement. Moi, si demain, tu as une revue systématique qui démontre que, en fait, appuyer sur l'estomac 4 fois par jour à raison de 10 répétitions, ça montre que c'est vraiment hyper efficace et supérieur à tout ce qu'on a pu faire. Honnêtement, on refait un podcast et je te dis, sans aucun problème, c'est génial. On a trouvé un truc, et un truc qui est mieux que le reste, et j'hésiterai pas à l'utiliser. Mais après, voilà, je pense qu'il faut se retrouver en tout cas dans sa pratique. Il faut, comme tu dis, ne pas avoir peur de se remettre en question, et puis et accepter l'incertitude. Je pense que ça, c'est le truc le plus frustrant quand on essaie de se baser sur la science. Parce qu'en fait, il n'y a que des incertitudes, en fait. Au final, je vais même poser une question. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui où on est sûr que ça fonctionne à 100% ou que c'est vraiment incroyable, tu vois? Je sais pas, moi, quand au cabinet, quand je fais des exercices, est-ce que le squat, de la façon dont je le fais avec le patient, est-ce que j'ai une étude, une méta-analyse qui me dit cette façon-là, c'est vraiment mieux qu'un autre? Pas spécialement, en fait. Là, je pousse de l'autre côté, mais tu vois, je trouve ça intéressant de parfois aller pousser le truc un peu à l'absurde, et en se disant, mais en fait, il y a toujours cette part d'incertitude. Tout à fait. Effectivement. Et c'est pas évident, mais ça revient un peu à la question qu'on posait au début sur le fait de poser un diagnostic très précis. Je pense que l'un des obstacles qu'on a au fait de changer cette mode de réflexion, c'est que c'est rassurant de se dire, si je trouve exactement telle chose à mes tests cliniques, si je trouve que c'est exactement telle articulation, je vais faire tel traitement. Donc il y a une sorte de protocolisation un peu rassurante de tel problème égale une solution. Et c'est sûr que c'est vachement rassurant en tant que praticien. Sauf que, comme tu dis, en fait, il y a tellement d'incertitudes dans ce qu'on fait que il faut être à l'aise en fait avec l'idée d'incertitude et du fait que ça veut pas dire qu'on fait nimp ou on fait les choses de manière au hasard, mais ça veut dire qu'on n'est jamais sûr en fait. On essaye. Je pense qu'il faut essayer des choses en fait. Il faut essayer des choses en se basant sur les données dont on dispose. On essaie des choses et si ça marche c'est cool, et si ça marche pas, on essaie autre chose en fait. Exactement. Et écoute, ici
j'aimerais bien qu'on termine un petit peu cet épisode par une question que j'aime bien poser. Mhm. Ce serait en fait, est-ce que tu aurais un cas clinique même, ou en tout cas un patient ou une situation professionnelle qui t'a vraiment marqué? Donc je leur dis, mais ça peut être un patient de par son histoire, une leçon de vie ou un moment ou un diagnostic vraiment inattendu, tu vois, qui t'a marqué, et surtout ce que tu en as tiré comme leçon. Est-ce que tu aurais quelque chose de ce type à nous partager? Alors, je pense à une patiente que j'ai eue durant ma première année de pratique en cabinet. Et je pense que c'est un cas qui va être intéressant quand on parle justement de la place des ostéos, des kinés, etc. Donc c'est une patiente qui est venue me voir. Je sais plus exactement. Elle avait des douleurs un peu diffuses, un peu partout, un peu étranges. Alors, à l'époque, j'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui sur la douleur. Et aujourd'hui, j'aurais tendance à plus facilement me dire qu'elle avait peut-être une partie de douleur nociplastique, avec des douleurs un peu diffuses, pas forcément bien logiques d'un point de vue anatomique, ni dans ce qui redéclenche, etc. À l'époque, je connaissais pas ça, parce que d'ailleurs, je suis même pas sûr que ça avait été décrit, la douleur nociplastique, en 2012-2013. Donc j'ai pas pensé à ça à l'époque. Mais elle venait pour des douleurs un peu bizarres, quoi. Et c'était une patiente qui était totalement sortie du système de soins conventionnel. C'est-à-dire qu'elle n'allait plus chez son médecin depuis plusieurs années. Parce qu'elle avait été extrêmement déçue du manque d'écoute et de disponibilité de son médecin. Et extrêmement déçue par le tout médicament. Dès qu'il y a un problème, on propose des médicaments, etc. Et je jette pas la pierre à ce médecin, parce que je sais les conditions de travail dans lesquelles sont les médecins généralistes, avec un sous-effectif de fou, avec des patients qui sont extrêmement exigeants, etc. Exigeants, dans le sens où les gens veulent être vus rapidement, ce qui est compréhensible, et des fois les gens sont pas forcément très respectueux envers le travail du médecin. Bref, je jette pas la pierre à ce médecin, mais quoi qu'il en soit, cette patiente-là, elle voulait plus aller chez le médecin parce que ça lui convenait plus, en fait. Et en fait, on en voit quelques-uns des patients comme ça en ostéo, parce que justement, vu qu'on est un peu... comme tu disais, on est parfois un peu perçu comme des semi-dieux ou comme des quasi-médecins. Et d'ailleurs, des gens, ils m'appellent docteur, alors que je suis pas docteur. Mais en même temps, on a un côté plutôt médecine douce, je le mets entre guillemets, parce que je sais pas trop ce que ça veut dire, mais thérapie alternative, etc. Et ben en fait, on se retrouve parfois avec des gens qui ne vont plus chez le médecin, qui n'aiment pas trop prendre des médicaments, etc. et qui cherchent une solution plus naturelle, je le mets entre guillemets aussi. Donc on voit ce genre de patients peut-être même plus que des kinés. Parce qu'en même temps, les kinés, pour que les patients aillent chez le kiné, il faut qu'ils passent par le médecin d'abord. Et donc, je reçois cette patiente, et en fait, je me souviens juste qu'il y avait quelque chose que je trouvais bizarre, que je comprenais pas, dans sa douleur, dans ce qu'il a provoqué, dans ce qu'il a redéclenché quand je faisais mes tests. Juste une sensation de bizarreté, d'étrangeté, il y a un truc bizarre et je comprends pas. Et en fait, évidemment, j'ai pas posé de diagnostic parce que j'en avais aucune idée, mais je me disais, il y a un truc chelou, quoi. Il y a un truc chelou que je comprends pas. Et il y avait peut-être des signes d'altération de l'état général. Même si ça faisait un bout de temps qu'elle avait ces douleurs, il y avait des signes d'altération de l'état général qui faisaient bizarre, quoi. Et en fait, j'ai eu une longue discussion avec elle où je l'ai incité à retourner chez son médecin. En lui disant que, alors que la séance lui faisait vachement de bien. Je me souviens qu'il y a certaines techniques que je faisais. Je me souviens qu'elle s'était mise à pleurer sur la table en disant, oh là là, ça me fait vachement de bien ce que vous faites. Mais moi, je trouvais qu'il y avait un truc bizarre, et donc j'ai insisté pour qu'elle retourne chez son médecin. Et plus de nouvelles. Plus de nouvelles, et puis j'oublie cette patiente. Et un jour, je reçois un mail, il s'est passé au moins 1 an, je crois, et je reçois un mail un jour, c'était cette patiente qui se représente en disant, je sais pas si vous vous souvenez, j'étais venu, blablabla. Et elle a dit, j'ai écouté votre conseil, je suis retourné chez le médecin, ça faisait longtemps que j'y étais pas allé, et en fait, on a fait des analyses sanguines, et ils lui ont trouvé, en fait, une pathologie assez grave, je ne sais plus laquelle. J'ai recherché si j'avais encore son mail, je l'ai pas retrouvé. Je sais plus si c'était un cancer sanguin, un lymphome, un myélome, enfin un truc vraiment merdique. Et en fait, est-ce que c'est ça qui lui provoquait ces douleurs ? J'en ai aucune idée. Franchement, je sais pas. Mais et j'ai même pas pensé à ça en fait quand je l'ai eu entre mes mains. Mais juste, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de bizarre et je l'ai réorienté vers le médecin et finalement, elle a pu être prise en charge et elle était en rémission, quoi. Et donc en fait, elle m'a envoyé un mail juste pour me remercier de l'avoir renvoyé vers le médecin. Et là, je me suis dit bon, c'est peut-être une des rares cas où en ostéo, je pourrais dire que j'ai peut-être sauver la vie de quelqu'un, entre gros guillemets, juste en la ramenant vers le parcours de soins
dans lequel normalement elle aurait dû être, parce que j'ai envie de dire, théoriquement, quand on a des symptômes un peu merdiques, on devrait pouvoir se dire je vais chez le médecin. Donc je pense que c'est un truc qui m'a fait me rendre compte, et je pense que c'est un message que j'aimerais transmettre aussi aux ostéos, c'est que ça plaise ou non à certaines personnes, on fait partie du paysage de santé en France et dans d'autres pays, on est là en fait. Et il y a des gens qui viennent nous voir et qui parfois sont en dehors du système de soins, et je pense que c'est aussi l'un des trucs auxquels on peut servir, en plus des compétences qu'on a pour aider les gens à gérer leur douleur. Je pense qu'on peut servir à ça aussi, avoir des compétences de triage qu'on est censé avoir déjà normalement avec notre formation, et être capable de renvoyer vers le médecin, parce que il y a plein de cas où en fait c'est pas pour nous, et on peut se dire qu'en plus avec la pénurie de médecins qu'on va avoir, des cas de gens qui viennent nous voir en première intention et qui sont pas pour nous, on va en avoir, et on va peut-être en avoir de plus en plus dans les années qui viennent. Donc je pense que c'est important d'être conscient de ça, et d'être conscient de quand il y a un truc chelou, inciter les gens à retourner vers le médecin, surtout s'ils y sont pas allés depuis un bout de temps. Je pense que ça peut faire partie aussi de notre rôle. Et je sais que c'est un peu bizarre de terminer là-dessus, parce que je me dis, on a plein d'autres compétences que je pourrais mettre en avant, mais je sais que ça, c'est un truc qui m'avait vachement marqué, et où je me suis dit, en fait, on peut servir à ça aussi. Ouais, c'est bien que tu insistes là-dessus, parce que je pense que c'est un très bel exemple de, comme tu dis, savoir rediriger quand on sent que ça pue. Et souvent, quand on sent que ça pue, ça pue. Enfin, en tout cas, je veux dire, il faut aussi se faire confiance, et il ne faut pas avoir peur de se dire, je pense, il vaut mieux rediriger une fois de trop que trop peu. Et d'autant plus, comme tu dis, chez les ostéos, où vous avez la première intention qu'on n'a pas en tant que kiné. Nous, en tant que kiné, quand on sent que ça pue, parfois on se dit, ouais, mais le médecin est quand même passé avant, mais on va quand même... Donc c'est encore une démarche un peu différente. Ici, tu disais, tu lui as sauvé la vie, c'est vrai, tu lui as probablement sauvé la vie, parce que si tu avais été dans une autre optique en lui disant, non, mais ça, je pense que c'est votre bassin qui est décalé, ou c'est votre foie qui est... il faut purger votre foie. En fait, tu n'aurais rien purgé du tout. Et on sait que dans ces pathologies-là, surtout quand ça touche le système sanguin, lymphatique, ça peut aller très vite. Et parfois, c'est une affaire de semaines avant que ça se métastase, etc. Enfin bon, on ne va pas faire un cours d'oncologie parce que j'en ai pas les compétences. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont cruciales. Et je pense que c'est pas pour rien qu'elle t'a écrit ce mail. Donc c'est chouette. Enfin, je veux dire, l'histoire se finit bien, quoi. Oui, tout à fait. Après, je pense qu'il faut aussi se dire que on préfère envoyer quelqu'un et qu'il n'y ait rien plutôt que de ne pas renvoyer quelqu'un et qu'il y avait quelque chose. Et je pense que la plupart des patients sont reconnaissants de ce genre de choses, même si on fait les examens et qu'il n'y a rien, en fait. Nous, en tant que... Enfin, je sais que moi, des fois, j'ai tendance à me dire « Ah, mais oui, mais si les gens viennent me voir, c'est parce qu'ils veulent un soulagement maintenant. Si je leur dis « Écoutez, je préfère pas toucher, je préfère que vous alliez faire un examen », ils vont pas être contents parce qu'ils veulent un soulagement maintenant. Mais en fait, la plupart des patients, ils trouvent ça bien, en fait, qui disent ok, je préfère qu'on fasse les choses dans l'ordre et qu'on s'assure que tout va bien, et c'est une sorte de professionnalisme que les gens apprécient, et ça me semble normal. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter quand il y a un doute pour le patient, mais aussi pour soi-même en tant que professionnel, pour se protéger, mais pour le patient aussi, se dire écoutez, là dans un cas comme ça, je préfère qu'on vérifie, quitte à expliquer au patient en disant écoutez, il y a des symptômes où je pense qu'il vaut mieux qu'on vérifie, et on se reverra une fois qu'on aura ces examens-là. Et s'il y avait rien, c'est cool, tant mieux. Maintenant, on sait qu'on peut faire ce qu'on a à faire, quoi. Voilà. Ouais, non, écoute, c'est une très belle façon de finir cet épisode. On a abordé pas mal de sujets qui sont parfois un petit peu diamétralement opposés, mais je pense que c'est hyper intéressant justement d'aller aborder diverses thématiques. Et du coup, voilà, en tout cas, je voulais te remercier déjà en mon nom et aussi au nom de l'équipe Full Physio d'être passé ici sur le podcast. C'était vraiment un plaisir de t'écouter, d'échanger. C'est vraiment super intéressant. Et puis, voilà, on mettra le lien aussi, évidemment, de tes réseaux dans la description, parce que je ne l'ai pas dit au début du podcast, mais évidemment, tu as une chaîne YouTube que je n'ai pas citée. Parce que je t'ai connu via Insta. Donc voilà, mais ça, je ne manquerai pas de le faire. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être passé, en tout cas. Merci encore pour l'invitation. Et je rajoute que je te donnerai le lien aussi du fameux article que j'ai traduit sur le porté dos rond avec des charges lourdes. On le mettra aussi, comme ça les gens pourront regarder. Ok. Ouais, ça va, parfait. Tu m'envoies tout ça après en privé, et on mettra tout ça. Écoute, je te souhaite une très très belle journée. Et puis au plaisir de se recroiser virtuellement ou dans la vie réelle. Ça va ? Grand plaisir, avec grand plaisir. Salut, ciao, Allez, ciao. salut.
Ah, et avant que tu partes, voilà un petit message simplement pour te remercier, pour vous remercier, parce qu'on espère quand même qu'il y aura plus qu'une personne qui va nous écouter. Mais voilà, pour votre soutien, parce que si vous êtes en train d'écouter ce petit message affectif, c'est que vous avez écouté le podcast en entier ou que vous avez été directement à la fin. Mais dans tous les cas, c'est que vous nous suivez, que vous aimez, j'espère, notre travail. Et donc voilà, ça va être un petit peu bateau, mais si on peut vous demander encore une chose, c'est simplement de nous mettre peut-être 5 étoiles sur Spotify ou en tout cas sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes, ou bien un like sur YouTube, tout ce que tu veux. En gros, juste nous montrer ton soutien et ton appréciation de notre travail au travers de ce que la plateforme te permet de faire, que ce soit aussi en partageant autour de toi pour faire connaître le podcast. Voilà, c'est vraiment des choses qui... Quand on est auditeur, on ne se rend pas compte. Moi, personnellement, j'écoutais des podcasts avant d'en créer et je ne me rendais pas compte quand ces messages arrivaient. Je me disais, bon, encore une fois, ils nous demandent. Mais en fait, voilà, vraiment, je peux le dire maintenant, c'est hyper important parce que, comme tu sais, tout fonctionne avec un algorithme aussi. Et voilà, la moindre petite goutte dans l'océan, que ce soit un like, un partage ou les deux, un commentaire, etc., la moindre goutte, ça peut vraiment créer, si je peux rester poétique, un océan de soutien pour nous. Donc voilà, c'était simplement un petit message pour te remercier de prime abord et aussi pour te demander si ça ne te dérange pas de noter ce podcast, si possible avec une bonne note et en tout cas des bonnes étoiles. Ça nous ferait vraiment plaisir. Et à côté de ça, on reste ouvert si tu as des suggestions, si tu as des remarques, s'il y a des choses qui t'ont plu ou pas plu dans le podcast. Vraiment, n'hésite jamais à venir nous en parler. On sera toujours ravis d'écouter tant que les critiques restent constructives, évidemment. Donc voilà. Je ne vais pas te retenir plus longtemps et je te souhaite déjà une bonne journée, une bonne soirée selon le temps où tu nous écoutes et je te dis à très très vite dans tes oreilles. Ciao ciao.